Ils nous ont rejoint ici sur ce plateau Monsieur Sylvain Lemouanga, secrétaire général du regroupement national des négociants miniers du Congo, René Miko. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Marlette, merci beaucoup. Vous êtes également associé à Monsieur Thierry Omari, président du collectif de syndicats des artisanaux miniers du Congo, Sésame. Bonsoir. Bonsoir, partenaire Madame. Aujourd'hui, justement, si on devrait parler de la situation des creuseurs, la situation des miniers en général, c'est vrai que c'est un secteur où il y a également beaucoup de conflits. Très souvent, on suit à travers l'actualité, soit c'est les creuseurs qui revendiquent, soit c'est autant de problèmes. Alors, quel rôle jouent exactement ces structures dans ce secteur? Ok, merci de la question. D'abord, la structure, je vais d'abord commencer par définir René Miko. René Miko veut dire Regroupement national des négociants miniers du Congo. C'est une structure fêtière dédiée à l'encadrement des négociants et exploitants miniers artisanaux. Mais aussi, cette structure œuvre aussi pour la défense et les droits des négociants miniers artisanaux. Alors, par rapport à la question dont vous venez d'évoquer, quand il y a parfois des désordres, les creuseurs se révoltent, c'est aussi l'une des missions régaliennes de cette structure. Quand les droits et intérêts des exploitants miniers, artisanaux et négociants n'est pas garantis ou sont menacés, cette structure est là pour faire la défense, plaider auprès des autorités compétentes pour que les exploitants miniers artisanaux puissent retrouver leurs droits. Par exemple, je vous donne un exemple. Lors de, je crois, de la 90e ou 91e réunion du Conseil des ministres présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, il a ordonné que tous les militaires puissent quitter les sites miniers, qu'on puisse laisser l'exploitation artisanale ou industrielle puisse se faire comme il se doit sans la présence des militaires. C'est ça le combat que mène René Miko, la structure qui encadre les exploitants miniers artisanaux. Cette décision a été saluée par tous les négociants miniers et les exploitants miniers artisanaux car elle contribue à la satisfaction des exploitants miniers artisanaux. Aujourd'hui, on se retrouve dans le Grand Katanga et partout, dans chaque province où il y a l'artisanat minier qui évolue, vous allez voir une présence massive des militaires. Que vient faire le militaire dans un site minier? Les militaires ne peuvent pas se retrouver en tenue militaire et puis avec armes dans un site minier. Par contre, ils doivent se retrouver dans des camps militaires ou soit au front pour défendre la patrie qui est menacée. Et donc, cette décision a été prise par les chefs de l'État par plusieurs plaidoyers menés par René Miko sous la conduite de son président national, Cédric Pungwe Songo, alias Lipordo, qui bat un travail de titan pour l'intérêt des exploitants miniers artisanaux. Alors, je dirais, si on devrait évoquer les différentes structures, les problèmes demeurent. Aujourd'hui, leurs droits ne sont pas respectés, soit même la question des quotas avec les autochtones ne sont pas respectés aujourd'hui. La situation même des creuseurs, on a vu récemment au Lualaba, le problème s'est posé. Ils travaillent dans des conditions avec à haut risque. Mais comment agissez-vous? Comment devriez-vous agir en amont? Parce que le travail existait et les structures sont venues après. Voilà, madame. Premièrement, d'abord, je vais saluer d'abord le confort et donner encore la chance à cette grande chaîne d'aller au-delà de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Merci. Moi, je vais m'ouvrir d'abord par rapport à l'historique, parce que les mines artisanales a une histoire. C'est-à-dire, depuis, avant l'époque coloniale, nos aïeux, nos grands-pères, ont créé ce secteur et ils étaient capables, et non seulement de produire, mais ils étaient capables aussi de transformer nos minéraux. Au point où le cuivre servait souvent pour la guérison des plaies. Souvent, il y avait des bracelets, il y avait des hanches en cuivré. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, fait par des expatriés, donc ça a été déjà fait entre les mains de nos aïeux. C'est-à-dire quittant de là où l'exploitation a commencé artisanale, l'exploitation artisanale a commencé, on ne pouvait pas ignorer
l'existence et respecter l'existence des exploitants miniers artisanaux, disons. Bon. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au stade où la question que vous avez posée, l'État congolais, qui doit être d'abord le garant de ce secteur, mais nous nous retrouvons être abandonnés dans de différentes manières. Pourquoi je dis ça? Vous savez, en 1966, il y avait une loi qui avait dit que les sols et les sous-sols appartenaient à l'État congolais. Bien sûr, on est arrivé vers l'an 2006, quand il y a eu une nouvelle constitution, on a déclaré directement que les sous-sols appartenaient au peuple, que nous sommes. Donc on était déjà souverain par rapport à nos produits, aux produits provenant des exploitants miniers artisanaux. Arrivé, toujours la même constitution, à son article 9, d'abord c'était l'article 5 qui protégeait les nationaux exploitants miniers artisanaux. Après, à son article 9 de la Constitution, on a vu l'État congolais dire que la souveraineté appartenait sous la supervision de l'État congolais. Voilà où le problème a commencé. Il y a une confusion. L'État congolais, en étant souverain devant sa population, il doit savoir que c'est cette population qui donne à l'État le pouvoir d'exister. Alors, tant que les sous-sols appartiennent à cette population, mais les contrôles, pourquoi on dit les contrôles? C'est-à-dire les lois, l'État, la population ne peut pas exister sans les lois. Ça ne peut pas exister sans des organisations juridiques et consorts qui doivent quand même établir l'ordre dans ce secteur. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, l'État congolais a oublié que les patrons de cette des sous-sols, c'est-à-dire où se trouvent toutes les minéraux, c'est la population. Mais justement, la question, oui. des syndicats, puisque vous regroupez plusieurs syndicats. Plusieurs. Aujourd'hui, quels sont sommes les problèmes? Collectif, oui, un collectif des syndicats. Voilà. D'ailleurs, je suis visionnaire de cette plateforme. Ah, félicitations. Merci. Justement, c'est là où il y a le problème. Oui. Les problèmes qui reviennent régulièrement sont lesquels? Très souvent, les problèmes que nous racontons souvent, je crois qu'il y a plusieurs vidéos avec le temps, nous allons vous envoyer. C'est depuis 2007 que j'ai commencé cette lutte de défendre les droits et intérêts des exploitants miniers en général. C'était commencé d'abord à Toulouse-Zembe, les négociants, les crésaires, quand ils arrivent à produire, et pour aller revendre leurs minéraux provenant de l'exploitation minière artisanale, ils ne revendent pas ces minéraux aux propres valeurs de ces minéraux. Donc on les achète comme des cacahuètes. À vil prix. Oui, à bas prix. Alors nous nous sommes dit, non, on ne peut pas tolérer. Nous sommes les Congolais comme tout autre Congolais, voir nos frères qui sont en train d'être exploités dans leur propre pays. Alors nous allons contredire et dire à l'État congolais, il doit assumer que c'est dans ses responsabilités de protéger ce secteur et tous les acteurs de ce secteur. Nous nous sommes mis en bataille. Comme exemple, jusqu'à présent, à Toulouse-Zembe, il y a des creuseurs qui sont en train de divaguer librement. Il y a une coopérative qui est là, en train de les encadrer. Et ils vendent leurs minéraux librement. En dehors de Toulouse-Zembe, on était à Okatanga. Nous avons combattu dans différents secteurs, entre autres Karachipopo, Luisha, et dans des périmètres de Lubumbashi. Et partout où nous sommes allés intervenir pour les droits et intérêts des creuseurs, nous nous retrouvons souvent seuls sans l'accompagnement de l'État congolais. Or, si l'État savait au moins que les patrons de cette richesse, c'est d'abord cette population,
À tout travail que nous sommes en train de faire, on doit nécessairement être accompagné par l'État congolais. Oui, mais l'État congolais, évidemment, lorsque les députés et sénateurs, récemment d'ailleurs, ils étaient sur terrain, ils ont effectué par exemple le cas du Lualaba. Avec tout ce qui se passe, on voit effectivement que au-delà de la situation des créateurs artisanaux, mais il y a également une pollution, par exemple, qui s'opérait au niveau du Haut-Katanga. Il y a autant de problèmes aujourd'hui, par exemple, la question, je l'ai dit tantôt, la question du quota pour le développement, c'est-à-dire il y a des sites qui exploitent, mais qui n'accompagnent pas les villes en question, c'est concernant le développement. Parce qu'on se dit, oui, si vous exploitez, les premiers bénéficiaires doivent être cette population. Mais on sent évidemment que c'est plus dans ces secteurs-là où il y a une pauvreté extrême, où il n'y a pas de développement. Est-ce qu'il faudrait se limiter dans vos structures sur protéger les créateurs ou protéger effectivement toutes ces populations qui se retrouvent dans des terres bénies? Ok, Madame Arlette, en parlant de la protection des créateurs et de l'exploitation, vous avez évoqué le cas de la pollution environnementale. Je dois préciser que l'exploitation artisanale ne pollue jamais l'environnement. Par contre, c'est l'exploitation industrielle qui effectue les grandes entreprises. Mais nous, l'exploitation artisanale que nous faisons, par contre, contribue à la participation massive des communautés locales. Je vous donne un exemple. Nous nous rendons au territoire de Kambov, ou soit peut-être à Luilo, et qu'il y a de minerais sur une terre quelque part. Si on se doit de commencer à travailler là-bas, on ne va pas prendre les créateurs qui sont à Lubumbashi, mais plutôt c'est la communauté locale, le fils du coin, le fils du terroir, qui deviennent automatiquement les exploitants miniers artisanaux qui vont commencer à travailler là. Et ceux qui vont commencer à gagner comme gain va profiter à l'air dépendant. C'est ça même ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours dit, qu'il veut créer la classe moyenne. Que les minéraux qui sortent du sol congolais puissent profiter aux fils du terroir, d'abord aux autochtones. C'est aussi ça le combat que mènent les structures des exploitants miniers artisanaux, entre autres René Miko, qui dirige Cédric Pungwesongo. Et il ne s'est pas limité seulement dans le Grand Katanga. Laissez-moi vous informer que nous venons fraîchement de la province du Kasaï oriental, où une autre structure de René Miko, plutôt un bureau provincial de René Miko, a été officiellement installé. Nous sommes allés jusque dans le village de Katende où nous avons rencontré les exploitants miniers artisanaux de là. Nous leur avons rassuré que désormais vos droits et intérêts seront défendus avec véhémence. Parce que vous voyez, dans ces coins-là, il y a l'exploitation artisanale qui s'effectuait, mais il n'y avait pas de structure qui devrait encadrer d'abord les exploitants miniers artisanaux et les négociants miniers, mais aussi défendre et revendiquer leurs droits auprès des décideurs. Après le Kasaï oriental, nous nous dirigeons vers Kalemi. Après Kalemi, nous nous dirigerons aussi partout ailleurs. Parce que déjà en ce moment, la province du Lualaba, qui est la capitale mondiale du cobalt, le bureau provincial de René Miko existe déjà. Ici à Kinshasa, nous avons un bureau national. Au Katanga, il y a un bureau et très bientôt, c'est Kalemi ainsi que Kipushi et d'autres provinces. L'objectif demeure le même, c'est battre corps et âme. Vous allez vous rendre compte que le président Thierry Omari venait d'évoquer les velléités, les difficultés auxquelles nous rencontrons dans ces secteurs. C'est l'absence parfois de l'implication totale des autorités congolaises dans l'exploitation artisanale. Si l'autorité congolaise s'implique, comme vous venez de le dire, que vous avez vu un groupe de députés, mais quand ils vont s'impliquer, ce n'est pas pour défendre ou garantir l'intérêt des exploitants miniers artisanaux ou des négociants comme René Miko le fait, mais par contre, et c'est pour détruire encore ou combattre leurs intérêts. Parce que eux, quand ils viennent, c'est leurs intérêts en tant qu'élus du peuple ou mandataires publics qui priment en premier. Quand nous parlons de la présence massive des militaires sur les sites miniers, mais ce sont eux qui amènent les militaires. Mais dites-moi, comment un exploitant minier artisanal va venir mettre des militaires là où il travaille? Il a personnellement confiance envers ses collaborateurs. Mais par contre, ce sont les autorités qui s'approprient
le maigre moyen que les exploitants miniers artisanaux mettent à contribution pour exploiter ou labourer leur sol et avoir ce qui sortent pour vendre auprès des prestataires n'importe lesquels ils veulent. Donc c'est l'autorité de l'État qui ne sait pas respecter ses engagements vis-à-vis des exploitants miniers artisanaux, mais aussi des communautés locales. Il y a aussi un réel problème. Il y a des villes comme par exemple dans le là-bas où il y a tellement de trous qu'on se dit finalement ce seront des villes plus tard qui ne vont servir à rien. Et voilà. C'est là également il faudrait... L'ancien député national, député national et actuel ministre des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, avait parlé de ça. Il avait dit, à la longue où l'État est en train de céder toutes nos terres, nous allons nous rendre compte que même en 2030, on se réveille d'un beau matin, on n'a même plus une terre, on n'a même plus une place où on peut vivre. On est tous locataires et même l'État locataire. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive pas à mieux encadrer où on peut exploiter et où on ne peut pas exploiter. Ça va devenir comme ce phénomène que nous vivons chaque jour à Kinshasa, où demain on se réveille, vous dormez dans une maison, demain vous n'êtes plus propriétaire de cette maison-là, la maison est brisée. C'est ça ce qui risque d'arriver dans les secteurs miniers si l'État n'arrive pas à redresser ou arranger ce qui est en train d'être fait comme désordre actuellement. Alors quel message aujourd'hui lancez-vous, mais surtout en revenir sur les réalisations déjà faites au sein de votre structure? Bon, très souvent, moi, je ne parle pas de structure, moi, je parle beaucoup plus de secteur. Parce que s'il faut parler beaucoup plus de structure, je serai limité. La mission pour nous, d'abord, c'est de prier à ce que la SAEMAP, qui est le patron du mine artisanal, ainsi que les ministres des mines nationales et provinciaux, de veiller beaucoup plus sur les habits qui se font au sein de l'exploitation jusqu'à l'extraction des produits, des minéraux vers les entités de traitement. Nous connaissons beaucoup de problèmes. Et ces problèmes ne peuvent que trouver des solutions au travers de ce qui nous gère. Parce que nous, bien que la souveraineté nous appartienne, mais nous sommes sous la supervision des services étatiques des mines. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà de ce que l'État congolais nous a donné comme limite. Alors, la CMAP, elle est là d'abord pour contrôler les techniques, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des accidents, qu'il n'y ait pas des abus techniques au sein des zones d'exploitation minière artisanale. Hormis ça, il y a l'assistance. Nous connaissons beaucoup de problèmes, surtout des accidents. Il y a des creuseurs qui meurent et après la mort, ils ne sont pas assistés. Nous avons des cas, par exemple, de veuves, des négociants, qui doivent aussi être indemnisés par rapport aux services rendus de leur mari décédé. Tout ça, ça doit être programmé. Comme il y a des réformes au sein du ministère des Mines nationales, ils doivent aussi voir les vrais problèmes. Et ces vrais problèmes ne seront apportés que par les structures. C'est là où je vais maintenant insister, l'accompagnement des différentes structures derrière nos services étatiques des mines. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. L'organe de la CMAP, bien sûr, ils sont là, mais ils ne sont pas partout. Nous voyons même ce qui se trouve à l'intérieur, donc au fond de la terre. Alors ils doivent nous considérer et s'appuyer beaucoup plus à nous. Monsieur Thierry Omari, je vous dis grand merci. Je rappelle que vous êtes président du collectif des syndicats des artisanaux miniers du Congo Sésame. Également à vous, monsieur Sylvain Lomwanga, secrétaire général du regroupement national des négociants miniers du Congo, Renemiko en sigle. Et mes téléspectateurs, nous allons rester dans l'espace Grand Katanga pour effectivement évoquer aussi l'actualité de ce côté-là.